Vous êtes bien sur la télévision d'ici et d'ailleurs et dans votre émission, la Totale Bloc d'information, l'émission qui traite l'actualité forte de la semaine. Bienvenue à tous. Dans le menu, confraternellement d'abord, l'Assemblée nationale et la substitution de la voiture du député à une indemnité suscite un fort désaccord. Selon les députés, le gouvernement du Sénégal est en négociation avec le bureau de l'Assemblée nationale pour une indemnité de 700 000 francs en lieu et place d'un véhicule de fonction. Mais cette idée a fait débat entre collègues. Certains députés se sont clairement opposés à cette démarche. Autre rubrique, autre polémique, c'est dans Coin Éco où nous allons parler des recettes du pétrole et du gaz au Sénégal. La polémique enfle, près de 52 milliards pour les recettes cumulées au budget 2023 pour le gaz et le pétrole. Ce que certains acteurs politiques dénoncent du côté de l'État, l'on persiste pour dire que les recettes issues des hydrocarbures participeront à l'amélioration du budget social. Analyse à suivre tout à l'heure dans Coin Éco. Et dans Bouillon Culture, nous parlons de rap. Oui, du rap. Le clash chez les rappeurs, pour être plus précis, c'est l'effet du moment, s'attaquer à un ou plusieurs rappeurs dans une chanson. Le clash est donc l'un des éléments centraux de la culture hip-hop. L'artiste rappeur Simon Kouka a pris le micro, mais pour nous en parler. Et dans Tranche de vie, vous l'avez très certainement vu, cette vidéo montrant cette femme en train d'être punie parce qu'ayant commis l'adultère, des images ayant choqué plus d'un, conformément donc à la charia, la loi islamique. Elle était en train d'être fouettée sans coup pour la repentance. Mais pour certains, c'est une violation grave du droit international, surtout dans une république laïque comme le Sénégal, à suivre tout à l'heure les précisions d'un spécialiste. Bienvenue à toutes et à tous. Et je le disais confraternellement, alors que toutes les attentions se tournent vers le vote du projet de budget 2023, apparemment le ministre des Finances a fait savoir la décision du gouvernement de revoir sa politique d'octroi de véhicules aux parlementaires. Désormais, je le disais tout à l'heure, seuls les députés membres du bureau de l'Assemblée nationale bénéficieront de voitures de fonction, sinon le reste des députés qui constituent la grande majorité n'aura qu'à bénéficier d'une indemnité de transport qui s'élève à 700 000 francs CFA par député et par mois, ce qui ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale. Amadou Barry et les enjeux de cette mesure, nous suivons son reportage. Contrairement à leurs collègues des précédentes législatures, l'écrasante majorité des députés de la 14e législature n'auront pas de voiture de fonction, une mesure diversement appréciée par les députés selon leur appartenance politique. Pour ce syndicaliste, adjoint du secrétaire général de la CNTS, cette mesure est surprenante et tout simplement discriminatoire. D'abord, je commence par récuser l'appellation député simple. Parce que de notre point de vue, tous les députés ont été élus au suffrage universel dans les mêmes conditions et par conséquent, ils ont tous la même dignité et la même légitimité. L'État, s'il veut faire des réductions des économies, il doit pouvoir le faire ailleurs, mais pas vraiment sur les véhicules des députés. À ses yeux, la voiture de fonction est plus qu'une nécessité pour chaque élu du peuple. Nous considérons que le député est un élu du peuple. Et par conséquent, l'État doit lui mettre dans les conditions appropriées pour lui permettre d'exécuter correctement sa mission. D'autant plus que la plupart des députés ne sont pas de Dakar ou des grandes villes, mais ils sont à l'intérieur du pays. Ils sont amenés également à faire des déplacements à l'intérieur des départements, dans les villages, et de faire également souvent des déplacements à Dakar. Donc de ce point de vue, nous considérons que les députés ont droit à un véhicule. Ils n'ont pas compris pourquoi, après plus de 20 ans, que subitement, l'État veuille revenir sur cette décision. Pour cet économiste, il faut lire cette mesure d'austérité à l'aune de la conjoncture économique difficile, l'État cherchant par tous les moyens de manœuvre pour réduire son train de vie. Il salue la mesure
mais il préconise d'aller plus loin. Moi, je dirais que ça aurait été salutaire si toutefois cette mesure, on allait aligner à l'ensemble des fonctionnaires. Moi, je suis pour. Mais encore une fois, c'est une première, mais il faudra corriger, c'est-à-dire creuser davantage à ce qu'il n'y ait pas, ou bien à ce que l'on ne considère pas que c'est une iniquité, comme vous dites, député simple. Moi, je dis député tout simplement. Moi, je pense bien que c'est une mesure réfléchie, mais cela ne doit pas se limiter à des députés simples. D'abord, il faudra élargir, faire pour tous les députés, mais au-delà, pour tout fonctionnaire. Selon ce consultant, avec une telle décision, l'État réalise d'importantes économies qui peuvent être réinvesties ailleurs. Les autorités étatiques, surtout financières, ont eu à faire l'arbitrage en termes d'avantages coûts. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça leur coûte, le fait d'acheter pour toute législature des voitures. La plupart du temps, ce n'est pas des voitures comme nous, on a des voitures simples. La plupart du temps, c'est des 4x4 et ça coûte cher pour chaque député. Environ, d'après les informations que j'ai eues, la plupart du temps, les députés, leurs voitures en termes de 4x4, ça peut coûter à l'État à un prix d'occasion, c'est-à-dire plus de 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Une manne financière importante, sans parler de l'entretien du parc automobile durant toute la législature. On a dépensé plus de 246 milliards pour tout ce qui est la gestion de notre parc automobile. C'est beaucoup d'argent. C'est pourquoi il faudra voir. Est-ce qu'il n'est pas plus optimal en termes de gestion de donner soit des primes d'assurance, si vous souhaitez appeler ainsi, ou bien, je ne sais pas, primes de transport. Une contrepartie financière qui s'élève à 700 000 francs CFA par mois et par député, selon l'argentier de l'État. Qu'il soit en faveur ou contre la proposition, nos deux interlocuteurs estiment que la mesure ne doit pas se limiter aux députés. Ils s'attendent donc dans les prochaines années à une politique plus échelonnée de l'État en matière d'octroi de voitures de fonction. Coin Éco, retenez tout d'abord que le Sénégal a intégré la semaine dernière le forum des pays exportateurs de gaz à l'occasion de la 24e réunion donc de cette organisation au Caire. C'était en Égypte, bien sûr, une avancée significative qui cache mal la mésentente entre les acteurs. Si le pouvoir se réjouit donc, si le pouvoir se réjouit donc de l'incidence positive de l'exploitation des hydrocarbures qui peut générer jusqu'à 60% de recettes, l'opposition radicale s'attaque quant à elle de la façon dont les contrats sont ficelés. Et pour l'organisation de la société civile qui s'active dans la transparence, oui, j'y arrive. Publier ce que vous payez, toutes les deux parties ont raison. L'État dans la théorie et l'opposition, bien sûr, dans la pratique, car tout simplement, le début de la production sera très timide, environ 100 000 barils par jour. Les précisions de Mam Abdougué Kasséa. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz à venir, le Sénégal intègre le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs de ces hydrocarbures. L'exploitation des champs gaziers du projet Grand Tortue Ahmeyim, prévu l'année prochaine, va générer environ 2 500 000 tonnes de gaz naturel liquéfié par an entre 2023 et 2027, ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu'en 2030, puis 10 millions de tonnes au-delà de 2030, a assuré le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz. Sa production journalière devrait tourner autour de 35 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié. S'agissant du projet Sangomar, il fournirait 560 millions de barils de pétrole par an. Dans le détail, le Sénégal engrangerait 59 milliards 160 millions de francs CFA pour la première année d'exploitation, puis 327 milliards 28 millions l'année suivante et 501 milliards 240 millions en 2025. Au Sénégal, la polémique autour des bénéfices que vont générer le pétrole et le gaz pollue la transparence. Un débat qu'il faut prendre comme une bouteille à moitié vide et à moitié pleine. D'après Demba Seydi, coordonnateur senior de Publier ce que vous payez en Afrique de l'Ouest francophone, dans la pratique, les dividendes ne seront pas colossaux pour les 12 premiers mois de l'exploitation de ces richesses
richesses. Et c'est à ce niveau où l'on peut accorder le bénéfice du doute à l'opposition, mais que dans la théorie, la vérité se trouve dans le camp du pouvoir qui parle de jusqu'à 60% de recettes. Quoi qu'il en soit, les enjeux demeurent énormes. En intégrant le Forum des pays exportateurs de gaz au titre d'observateur, le Sénégal prend une sérieuse option, laquelle est de peser de tout son poids dans la géopolitique mondiale du pétrole et du gaz, au même titre que l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, le Mozambique, la Norvège, le Pérou et les Émirats arabes unis qui ont ce même statut. Outre les champs pétroliers et gaziers de Sangomar et GTA, le Sénégal dispose également du gisement de gaz naturel liquéfié Yakar Teranga, qui a un potentiel de 150 millions de pieds cubes de gaz naturel liquéfié par jour destiné au marché domestique. Un récit réalisé par Mam Abdougué Kassé, qui est déjà sur le plateau. Bonsoir Mam Abdougué Kassé. Bonsoir Abdourahmane. Devant vous, Monsieur Mor Gassama, économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, vous allez bien sûr nous parler des recettes des hydrocarbures qui font polémique, bien sûr. À vous, Mam Abdougué Kassé. Tout à fait, Abdourahmane, merci beaucoup. Nous allons parler donc, M. Mor Gassama, de l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz, donc pour la deuxième trimestre 2023. Justement, quels sont les enjeux de l'exploitation de ces hydrocarbures pour l'économie sénégalaise? Merci beaucoup, M. Kassé. Oui. C'est une occasion énorme pour le Sénégal de tirer profit donc de cette manne financière qui est censée entrer donc, dans les caisses de l'État. Mais pour cela, il faudrait prôner davantage la transparence, il faudrait vraiment cibler certains secteurs voilà, qui auront vraiment un impact sur le développement économique et social du pays. Mais moi, je pense même que dans un premier temps, il serait plus intéressant vraiment de penser d'abord à un rattrapage économique des régions de l'intérieur pour les doter de plus d'infrastructures, etc., puisqu'on a constaté que l'essentiel des infrastructures reste concentré à Dakar. Mais encore une fois, je répète, le fait vraiment de pouvoir exploiter du pétrole et du gaz, pour moi, c'est une occasion, surtout que nous avons la chance de l'avoir vraiment plus de 60 ans après les indépendances. Nous avons gagné en maturité et ça, ce n'est pas quand même négligeable. Alors, comme nous l'avons dit dans le récit, il y a actuellement un jeu de ping-pong entre le pouvoir et l'opposition. D'un côté, vous avez l'opposition qui dénonce des contrats opaques, léonins, mal négociés, qui ne vont pas générer beaucoup de dividendes. Et de l'autre côté, vous avez l'État du Sénégal qui nie, en avançant même des chiffres qui vont jusqu'à 60% en termes de recettes. Justement, à quel sens se vouer? Merci beaucoup, parce que souvent lorsqu'on parle de contrat léonien, je pense que c'est un type de contrat qui est très déséquilibré, qui est même vraiment abusé, parce qu'il y a l'un des contractants qui profite beaucoup plus que l'autre, etc. On entend beaucoup le chiffre de 10% qui ne va entrer que dans les caisses de l'État, et 90% pour l'exploitant. Les contrats d'exploration des ressources naturelles, minières, pétrolières, gazières, etc., souvent sont extrêmement coûteux. Parce qu'on peut investir pendant plusieurs années sans exploiter, sans même découvrir quelque chose. Ça veut dire qu'on est les seuls à supporter. Donc, lorsque maintenant on découvre quelque chose, dans un premier temps, il faut penser à rentabiliser son investissement. Absolument. Donc, du coup, dans un premier temps, on ne peut pas s'attendre à gagner grand-chose. 10-15%. Plus maintenant, on avance plus, la production augmente, plus les recettes augmentent. Ça veut dire que si on dit que les recettes peuvent aller jusqu'à 60%, c'est juste des projections. Plus le niveau de production augmente, plus ce qu'on encaisse. C'est plus dans la théorie que dans la pratique. Voilà, on est dans l'étape de projection. Oui. Voilà, donc ce sont des prévisions. Donc ça dépend maintenant des capacités de production, voilà, donc des exploitants. Donc mais plus la quantité de produits augmente, plus la part réservée à l'État aussi augmente. En fait, voilà, c'est de manière progressive. C'est un secret de polichinelle. La production sera timide pour la première année. On parle de 100 000 barils par jour. Justement, comment cette production doit être utilisée de manière efficiente? On pense déjà que pour pouvoir profiter davantage dans cette production, je pense qu'il serait intéressant pour les pouvoirs publics d'abord de penser à comment
faire profiter aux Sénégalais ce produit, c'est-à-dire à bon marché. Voilà, mais pour cela aussi, il faudrait canaliser davantage et contrôler les entrées et les sorties du territoire. Voilà, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, subventionner fortement ou en tout cas permettre aux Sénégalais d'avoir accès à ce produit-là à bon marché. Si vous ne contrôlez pas, une bonne partie de cette production risque de se retrouver dans les pays limitrophes. On se souvient encore, il y a quelques années de cela, lorsque le gouvernement subventionnait le gaz et que certains n'hésitaient pas à prendre le gaz pour les exporter dans les pays limitrophes, etc. Ça, c'est vraiment une grosse perte. Voilà, mais il faudrait le faire, mais aussi ces recettes-là, rapidement essayer quand même de les investir dans les secteurs sociaux. Mais je répète encore, pour que cela puisse être, il faudrait absolument prôner davantage la transparence. La transparence dans la gestion des deniers publics. Il ne suffit pas seulement d'en faire un slogan, voilà, mais une réalité. Mais au vu de la situation actuelle, il y a une confusion totale. D'un côté, vous entendez l'État qui avance ses chiffres et de l'autre côté, vous avez ses détracteurs également qui le critiquent vertement. Justement, cette exploitation de ces hydrocarbures-là, peut-elle nous garantir une souveraineté énergétique au moment où l'on parle de mixité énergétique du pétrole, mais également des énergies propres comme le gaz ou l'éolienne? Vous savez, l'opposition est dans son rôle. Voilà, à l'État seulement de fournir les éléments de preuve. Je pense que ça ne devrait même pas nous faire perdre du temps. Voilà, si vous avancez quelque chose, il faut montrer les éléments de preuve, voilà, pour que le débat soit clos. Mais concrètement, cette exploitation peut-elle garantir au Sénégal une certaine indépendance énergétique au moment où l'on parle de mixité énergétique, le pétrole mixé au gaz, mais également à l'éolienne? Lorsqu'on on pense que le Sénégal serait un pays exportateur, donc non seulement les besoins seront couverts, mais on est censé même pouvoir exporter beaucoup vers les autres pays. Donc ça veut dire que ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, comme il faudrait penser à protéger davantage l'environnement, c'est dans ce cadre-là, je pense que vous posez la question. Il faudrait continuer à promouvoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire surtout. Voilà. Et je pense que ce serait bon surtout pour l'environnement, pour la santé, parce que de l'énergie propre, ça contribue vraiment à protéger davantage les citoyens. Parce que sinon, à force de respirer la pollution, on finira toujours par avoir des maladies qui vont coûter beaucoup, voilà, aux contribuables. Et je pense que c'est de l'argent qui pourrait être servi à autre chose. Cela veut dire que tout ce qu'on fait, on devait toujours tenir compte ou mettre en priorité la santé des populations. C'est pourquoi il est intéressant de favoriser davantage cette énergie propre. Mais aujourd'hui, pensez-vous qu'on doit aller vers la renégociation de ces contrats? Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, c'est clair et net. Mais à un certain moment, ça pourrait être possible. Parce qu'on sait que souvent, lorsque les États vraiment accordent des contrats à des compagnies, vu que l'horizon n'est pas forcément clair, voilà, les gens n'insistent pas sur beaucoup de détails. Mais dès que maintenant il y a des enjeux, on se rend compte de certains manquements. Et je pense que si on pense que c'est très déséquilibré, l'autre partie ne devrait pas voir de mauvais œil quand même, le fait de mauvais œil, le fait de vraiment de renégocier les choses. Voilà, mais encore une fois, ça devait se faire dans la diplomatie totale. Voilà, parce que c'est un contrat que vous avez signé, voilà, en toute conscience. Si toutefois vraiment tout était clair au départ, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas revenir sur certaines choses. D'autant plus que, encore une fois, je répète, lorsqu'on signe des contrats avec des multinationales, ce sont des gens d'abord qui sont dans leur milieu naturel, qui se connaissent, mais qui bénéficient aussi d'experts. Et des multinationales qui sont même parfois beaucoup plus riches que nos États. Des experts qui ne négligent aucun détail. Absolument. Ce qui fait que souvent, ils n'hésitent même pas à tendre des pièges. C'est pourquoi lorsque vous devez signer un contrat avec des multinationales, il serait intéressant, important, extrêmement important, vraiment de faire recours à l'expertise pour quand même éviter tous ces détails-là. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la protection de l'environnement avec l'exploitation de ces hydrocarbures à venir. Nous nous acheminons vers la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Déjà, on a vu les grandes puissances inviter les pays en développement, les nôtres, à abandonner le pétrole et le gaz et à se tourner vers les énergies dites propres. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Afrique doit suivre cette voie-là, que veut lui imposer l'Occident notamment? Moi, je pense que
il faudrait quand même savoir raison garder. Parce que ces grandes puissances qui le disent ont déjà traversé cette période. Oui. Donc il faudrait aussi qu'on laisse le temps de nous préparer. Oui. Voilà, c'est ce que le président de l'Union africaine leur a dit, Macky Sall, devant la 77e Assemblée générale des Nations unies, il y a quelques semaines de cela. Oui, c'est important parce qu'on n'a pas besoin vraiment de sauter les étapes. Le développement, c'est un processus. Oui. Voilà, lorsqu'on sera suffisamment armé, on aura suffisamment de moyens pour produire plus avec de l'énergie propre, on n'hésitera pas à le faire. Parce que c'est dans notre intérêt. Mais dans un premier temps, quand même, il faudrait qu'on puisse profiter de ce qui existe et ce qui devait nous permettre en tout cas de décoller davantage. Et si toutefois ces pays développés diminuent une partie de l'énergie fossile et autrement, je pense déjà que ce que nous faisons, c'est faible. Hein? Ça ne représente pas grand-chose par rapport à leur niveau de pollution. Absolument. Voilà. D'où cette nécessité même de parler toujours du droit de pollution. Souvent, en économie de l'environnement, les gens en parlent. Voilà. Celui qui pollue doit payer, ce qu'on appelle le pollueur-payeur. Ce qui fait que ceux qui polluent auront intérêt à produire davantage de manière beaucoup plus propre et surtout à faire évoluer la technologie afin de réduire toute cette forme de pollution qui pourrait quand même poser des dommages pour la santé des populations. C'était d'ailleurs la principale doléance de la conférence intergouvernementale des ministres en charge de l'environnement du continent, la politique du pollueur-payeur. On voit que l'Afrique, c'est quand même le continent qui contribue très faible, le plus faiblement à l'émission de gaz à effet de serre, mais qui subit 4 fois plus que n'importe quel autre continent les affres du réchauffement climatique. Justement, qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'on sait que depuis le sommet de Copenhague en 2009, les grandes puissances avaient promis de débloquer chaque année une enveloppe de 100 milliards de dollars en guise de compensation aux économies en développement, mais jusqu'à présent, même pas 50% de cette somme n'a été débloquée. Qu'est-ce qui doit être fait lors de cette COP 2027 à Sharm el-Sheikh en Égypte, qui est considéré comme le COP de l'action pour vraiment imposer à ces pays-là de joindre l'acte à la parole? Déjà, moi je pense que il y a déjà une bonne nouvelle, le fait que le président Trump n'est pas encore là, parce que je sais que souvent il y avait beaucoup de résistance de son côté. Le président Biden est beaucoup plus ouvert, même si la politique américaine reste toujours quand même assez ferme, mais je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas photo. Donc ça veut dire que ça peut toujours pencher du côté, donc ça peut faire évoluer les négociations. Mais toujours est-il que les États-Unis ne sont qu'une portion. C'est juste donc de manière caricaturale, la Chine aujourd'hui pollue 2 fois plus que les États-Unis à hauteur de 32%, 15% pour les États-Unis, 7% pour l'Union européenne, 1% pour l'Afrique. Oui, je voulais dire par là que souvent on voyait que dans ces négociations, à chaque fois que les États-Unis pensaient que les intérêts étaient menacés, ils bloquaient tout. Alors que maintenant, je pense que tel n'est pas le cas déjà, c'est positif. Et on sait que vu leur influence, ça veut dire qu'ils peuvent encore pousser la Chine et autres à faire des efforts dans ce sens-là et à développer aussi des moyens pour la compensation financière pour nos pays qui polluent moins mais qui subissent. Donc ce serait intéressant. Voilà, donc encore une fois, comme on l'a dit, ça va être le sommet de l'action. Oui. Voilà, il faudrait que les Africains continuent quand même à négocier en bloc. Parler d'une seule voix, mais aussi se servir de leurs alliés naturels, donc les Européens, pour essayer de pousser les autres, en tout cas à polluer moins, mais surtout à respecter leurs engagements. Parce qu'un engagement qui a été pris il y a quelques années de cela, mais jusqu'à présent qui est à se faire concrétiser, je pense qu'il est grand temps quand même que les gens bougent. Le Sénégal a intégré la semaine dernière le forum des pays exportateurs de gaz, mais avec le titre de membre observateur. Justement, quel est l'avantage d'intégrer une telle organisation? Moi, je pense déjà que... Oui, moi je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre déjà que donc, dans les années à venir, on pourrait changer de statut pour devenir membre à part entière. Au-delà aussi, le fait de disposer de ces ressources-là vous permet encore une fois de pouvoir lever plus de fonds parce que, pour financer vos projets de développement. Voilà, donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Après maintenant, il faudrait surtout qu'on puisse profiter de cette position-là et des avantages que cela nous procure. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, avec ces ressources-là à exploiter dans le futur, de pouvoir lever beaucoup plus, donc plus de fonds
au niveau donc, international. Donc, il faut, dans ce cas, essayer de les lever, mais aussi de les orienter dans des projets de développement, des projets qui ont un impact positif sur le développement économique et social donc, du pays. Quelle est la mission peut-être du Sénégal en tant qu'observateur, disons, dans ce forum-là, le forum des exportateurs, des pays exportateurs de gaz? Quel est le rôle peut-être que le Sénégal a dans ce forum-là? Bon, en tant qu'observateur, moi je pense que vous ne jouez pas les premiers rôles, mais peut-être vous êtes là-bas d'abord pour apprendre, pour comprendre comment ça marche, mais aussi peut-être pour essayer de voir un petit peu ces pays-là, certains pays, comment ils utilisent leurs ressources issues de l'exploitation du pétrole ou encore du gaz et essayer de faire du benchmarking. Ça nous permettra de mieux orienter les ressources que nous allons encaisser ou donc recevoir de l'exploitation de ces ressources-là. Vous disiez tout à l'heure que le Sénégal peut en profiter pour lever des fonds. Mais au-delà de cette levée de fonds, est-ce qu'il n'y a pas un certain avantage géopolitique parce que le Sénégal quand même intègre le cercle très restreint des pays producteurs de gaz? Oui, vous savez, le fait d'intégrer, ce n'est pas mal, mais pour moi, le plus important encore, c'est de savoir ce qu'on fera, en tout cas de ce que nous allons recevoir de l'exploitation. Mais quand même, ça offre une certaine vitrine, une certaine visibilité à la face du monde, le fait d'intégrer une telle organisation. Parfaitement. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'on sache que vous avez de la disponibilité en ressources naturelles, donc on change de visage, d'image. Donc, et ça permet aux autres, aux bailleurs, de vous faire davantage confiance, même si la confiance n'a jamais fait de défaut. Mais faire confiance à quelqu'un qui a encore des ressources naturelles, je pense que c'est beaucoup plus important. Parce que vous savez que après, vous pouvez toujours négocier pour disposer de telle ou telle autre ressource, etc. Donc, ça constitue quand même, pour moi, une chance non négligeable. On sait que quand même le pétrole, c'est l'objet de toutes les convoitises. Le Sénégal a le monde à ses pieds. On a vu le balai de plusieurs dirigeants de pays étrangers. Ici, je peux parler du président allemand Steinmeier, du chancelier allemand Olaf Scholz, mais également du secrétaire d'État américain des Affaires étrangères, comment il s'appelle encore, Anthony Blinken, ou encore de dirigeants de la France, etc., qui viennent ici pour négocier, pour avoir donc une part par rapport à l'exploitation prochaine du gaz. On sait qu'actuellement, on s'achemine vers l'hiver, notamment en Europe. Actuellement, il y a la guerre russo-ukrainienne qui fait que la Russie a décidé de fermer ses vannes et qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de pays sont sous pression. Justement, comment le Sénégal peut-il faire pour essayer de tirer profit s'il y a une possible exportation du gaz naturel liquéfié vers ces pays-là? Moi, je pense que le fait déjà de recevoir beaucoup de monde pour vraiment essayer de s'intéresser à notre pétrole montre encore une fois que nous sommes devenus de plus en plus importants donc, aux yeux donc, du monde. Mais quand à penser qu'on serait capable de remplacer donc, la Russie, ça paraît quand même assez compliqué pour ne pas dire utopique. Mais il y a quand même une certaine place qui a été laissée par la Russie. On a vu des pays comme l'Italie ou encore l'Espagne, leurs dirigeants se déplacer dans des pays comme le Nigeria ou encore l'Algérie pour négocier, pour avoir du gaz. Oui. Le Sénégal peut peut-être s'engouffrer dans cette petite portion-là. Je ne dis pas le contraire, mais pour une solution beaucoup plus efficace, je pense que l'idéal serait simplement de prôner la paix dans cette partie du monde. Je me rappelle encore au mois d'avril, lorsque j'étais donc à Paris en discutant avec mon ami Mamadou Diallo, chaque fois je voyais que les Européens prenaient des mesures. Des sanctions contre la Russie. Et moi, je disais que, vous savez que pour toutes ces mesures qu'ils sont en train de prendre, ça va les frapper d'abord avant de toucher à la Russie, etc. Donc, ils ont intérêt à prôner pour la paix plutôt que de continuer quand même à faire durer la chose, la crise, parce qu'en tout cas, ils ne tirent pas profit. Et mieux encore, l'économie russe même peut vraiment donc, se renforcer davantage, puisque avec cette crise, le prix du pétrole va flamber, alors qu'on sait que si les Européens n'achètent pas son pétrole, et il y a la Chine qui est là, il y a l'Inde qui est là, et elle pourra vendre à un prix même beaucoup plus intéressant. Et c'est d'ailleurs même ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, le Sénégal peut toujours profiter, mais pour l'instant, je pense que comme
on n'a pas encore commencé. Et que par ailleurs, ce sont des commandes qu'on va faire dans le temps, mais pas dans l'immédiat. C'est pas une commande qui sera faite tout de suite et qui sera délivrée. C'est dans le temps. Voilà, c'est pourquoi, encore une fois, il faut prendre surtout pour vraiment une solution beaucoup plus rapide, et c'est vraiment travailler avec leurs voisins immédiats. D'autant plus qu'il y avait une très forte dépendance de ces pays européens-là vis-à-vis de la Russie. Nous allons évoquer un peu le volet sécuritaire par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Jusqu'à pas plus tard que l'année dernière, le Nigeria était le premier producteur de pétrole africain. Il a perdu cette place au profit de l'Angola à cause des activités criminelles, des contrebandes qui trouent les pipelines pour aller raffiner le pétrole brut dans les forêts. Au Sénégal, on parle de section de câbles ou bien de sectionnement de câbles du TER et maintenant du BRT. Ne faut-il pas redouter également que dans l'avenir, que ce qui se passe au Nigeria, donc qui a fait perdre ce pays-là sa première place de producteur africain de pétrole, puisse nous arriver avec des bandits peut-être qui vont aller trouver les pipelines du pétrole pour l'exploiter. En tout cas, ça aussi c'est important. La probabilité est très faible. Parce que les pipelines traversent quand même des localités inhabitées. Oui, mais je sais que les autorités prendront les dispositions. Parce que si les choses passent chez nos voisins et on peut tirer des enseignements, cela veut dire que les autorités ne sont pas à leur place. Maintenant, vous savez, ceux qui prennent autant de risques, ce qui l'explique, c'est un manque d'espoir. Parce que si vous voyez que l'argent n'est pas utilisé comme ça devait se faire, c'est parce qu'au Nigeria, on a vu pendant pratiquement plus d'une décennie, c'est vraiment un groupe d'officiers supérieurs, de dirigeants multimilliardaires qui s'enrichissent. Quelques années après, un autre groupe arrive pour le remplacer, ainsi de suite. Et la population ne ressent pas vraiment les aspects positifs de l'exploitation des hydrocarbures. Malheureusement. Et c'est pourquoi elles étaient obligées de chercher d'autres moyens. Mais si les entreprises jouent pleinement le rôle qu'on appelle cet aspect RSE, responsabilité sociétale des entreprises, parce que dans ce cas, les gens auront d'autres projets, d'autres espoirs que de prendre le risque de trouver des pipelines pour tirer du pétrole, etc. Voilà. Et je pense également que, parce que monsieur a parlé de la malédiction du pétrole. On espère que ça ne va pas nous arriver. Je ne pense pas. Pour la simple raison que nous avons eu la chance de découvrir toutes ces ressources-là presque 60 ans après l'indépendance, après avoir vécu deux alternances démocratiques, deux alternances pacifiques. Et il faut préciser qu'il n'y a que 2 blocs qui vont être exploités. Il y en a d'autres, par exemple, qui ne sont pas encore touchés. Le Sénégal donc, a eu en fait cette chance d'avoir atteint un certain niveau de maturité avant de trouver ces ressources-là. Très bien. Donc, autrement dit, nous allons vraiment plutôt essayer quand même, comme le président l'avait déjà commencé, inviter les gens à discuter. Même si moi je ne suis pas convaincu, c'est dû par sa formule, qui consiste à prendre des mesures d'abord, ensuite inviter les gens à discuter, ou faire avaler seulement ce qu'il a déjà pris comme décision. Voilà. Mais dans l'un comme dans l'autre, ce qui est important, c'est que nous avons vraiment eu la chance par rapport aux autres pays qui avaient découvert leurs ressources juste après les indépendances. Très bien. Ce qui fait que le niveau démocratique n'était pas aussi avancé. Il y a les forces extérieures qui viennent pour armer les uns et les autres. Les gens se battaient, eux ils profitaient pour exploiter nos ressources. Mais nous avons dépassé ce niveau-là. Donc le pétrole, pour moi, ne devrait être, ou les ressources naturelles ne devraient être que de la bénédiction. Très bien. Dr Morgassama, merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Nous aurions voulu aborder d'autres thématiques. Je rappelle juste que vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'INSEPS, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à vous également, Abdourahmane Ly. Merci à vous, Mme Abdou-Gueye Kassé. Merci à vous également, M. Morgassama, pour cet entretien très enrichissant. La Total bloc d'information vous revient juste après le journal de 19h45 qui vous sera présenté par Cheikh Hassan Affal. À tout à l'heure.
être la preuve, on n'en voit que très peu dans la ville. D'aucuns pensent que dans un contexte de réchauffement climatique, la création de ces espaces verts s'impose. Nos reporters Amidiouf et Seleman Diallo ont fait le tour de quelques espaces verts dans la ville et ils nous ont invités à les suivre dans ce reportage suivant. Le vent de fraîcheur de ces feuilles donne le sentiment de respirer l'air pur. Cela est dû au caïcédra sur le périmètre du jardin de la place de l'Indépendance. Un espace verdoyant, lieu de détente et d'inspiration pour les riverains et habitants de la ville. Bon, je dois aller au travail dans 1 heure de temps. Voilà, je viens tout juste de Rufisque. Après, avec la chaleur, je suis venu prendre un peu d'air en attendant le service. Ça a fait oublier quand même beaucoup de soucis. Il y a quand même de récapituler beaucoup de choses encore. Tous insistent sur la nécessité de préserver l'environnement des espaces aménagés. Dire quand même aux élus locaux surtout, sensibiliser à davantage les populations à ce que nous préserver quand même les espaces verts pour ne pas tout quand même prendre tout l'espace du côté immobilier, surtout dans les quartiers. Il y en a, mais pratiquement c'est dégradé. En général, il n'y en a plus. Mais Place Indépendance, bon, vraiment, c'est un lieu où les gens se reposent. Mais des endroits pareils, on en trouve très rarement dans la capitale sénégalaise. Après plusieurs tours dans la ville, nous tombons sur un espace bien aménagé à l'avenue Bourguiba. Victime d'un AVC, cet homme qui a vécu pendant longtemps en France peine à rester chez lui à cause de la maladie. Cet endroit lui procure de la joie au quotidien. Rester à la maison, ça m'empêche parce que j'ai besoin de prendre de l'air. L'air que j'ai besoin, je ne peux pas avoir ça dans les chambres. Les chambres, c'est chaud et tout ça. Raison pour laquelle il est préférable de sortir de la maison, prendre de l'air au moins, là au moins. Ça, non seulement c'est pour mon esprit et pour ma tranquillité aussi. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Le trajet continue. Cap sur les 2 voies de Sacré-Cœur, il ne reste que quelques petits arbres. Ici, l'espace vert qui s'y trouvait a cédé la place aux travaux du Berthet. Les sculpteurs qui occupent les lieux en souffrent. Nous étions à Liberté 5 sous un arbre, mais ils nous ont déguerpis. C'est à la suite que nous sommes venus ici. Et vous avez vu, il n'y a pas d'arbre. Ici, le soleil tape sur nous toute la journée, mais vraiment, nous sommes conscients de leur importance. Victime d'une urbanisation galopante, la presqu'île du Cap-Vert perd au fil du temps sa superficie d'espace vert. Et pourtant, comme presque toutes les villes du monde, Dakar souffre du changement climatique. Période des récoltes dans les rizières en Casamance. Notre reporter s'est rendu dans les rizières de Bignona-Kadiamor. Là-bas, les femmes sont en plein dans les récoltes. Celles attendues cette année sont moins bonnes que celles de l'année dernière, en croire en tout cas les femmes à cause en tout cas de la divagation des animaux. Elles interpellent les autorités sur cette lancinante question afin de pouvoir sécuriser leur récolte. Hassan Ba et Daouda Sambou, reportage. C'est la grande joie dans les rizières de Bignona-Kadiamor. Après 3 mois de dur labeur, c'est la période des récoltes. Dans cette rizière de 3,5 hectares, les femmes de l'association Rongolal Mofolal expriment toute leur satisfaction. Que du plaisir. On est heureuse, contente de se rassembler, surtout en groupe, même si quelqu'un reste à la maison parce qu'il y a un inconvénient. Son esprit est ici, parce qu'ici on est entre sœurs, mères et sœurs, donc c'est que du plaisir. On est heureuse de récolter ce qu'on a semé. Je suis contente de récolter
Je suis très contente de cette récolte. Après beaucoup de mois dans les rizières, nous voilà en train de récolter. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ici pour récolter ce qu'on a semé. On est très contente. Les femmes attendent une bonne récolte, mais elles soutiennent que la saison dernière était un peu meilleure, car cette année, il y a eu les vaches qui ont dévoré une bonne partie juste après le repiquage. C'est meilleur, mais l'année dernière, c'était mieux. Parce que ici, là, que vous voyez, le riz était en hauteur de cette hauteur à peu près. Mais cette année, il y a les vaches qui ont passé par là. Dès qu'on a repiqué, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a des trucs. Et puis, sans compter les volailles, là. Ils ont pas mal mangé le riz, là. Réunies au sein d'une association de 60 membres, ces femmes veulent plus de moyens pour cultiver plus d'hectares afin d'augmenter le rendement. Waaw récolte bi xam nga ne ba tey lu ñu bëgg ñun eggaguñu foofu parce que 3,5 hectares avec plus de 60 personnes. Jusqu'à présent, on n'a pas encore ce qu'on veut. Vous savez, 3,5 hectares pour 60 personnes, c'est insignifiant. On n'a que les terres et nous voulons manger ce que nous cultivons. On préfère être dans les rizières que de rester à la maison et acheter le riz au marché à des prix exorbitants. Prix de marché, sac bi 20 000 francs, wala même 10 000 sax. Li nga béy nii boo ko géndee nga lekk ko moo gën daal. Avec l'aménagement de toutes ces rizières, la population de Bignona, pour nourrir du riz cultivé dans cette zone, soutient la vice-présidente de l'association, Rongolal Mofolal. Ñun lii la ñu xam bu ñu juddoo ba tey bu ñuy jàng vacances moom balaa ñu dem vacances ji il faut que ñu liggéey ba pare. On connaît que les rizières depuis notre enfance. Même étant élève, on fréquentait les rizières pendant les vacances. Avec toutes ces rizières jusqu'à Afignam, on ne peut pas les laisser comme ça à cause de la divagation des animaux. C'est impossible. L'État est en train de promouvoir la riziculture, mais nous aussi, on doit faire quelque chose. La divagation des animaux aussi constitue un vrai problème pour ces femmes qui ne comptent que sur ces terres. Pour vivre, elles interpellent les autorités sur cette lancinante question. Le directeur général de l'agriculture, bu Ziguinchor ñëw na fi, bu Bignona tam ñëw na fi, wax nañ ak ñoom loolu bu ñu mënoon ko. On a parlé presque avec toutes les autorités, mais toujours aucun changement. Vous voyez, on a de l'eau en abondance. On peut faire du maraîchage aussi, mais notre problème, c'est la divagation des animaux. Mën nañ fi defaat leneen di récupérer ay tomates ay kaani lu nekk mën nañ ko fi def mais ak nag yi. Ces femmes veulent aussi faire du maraîchage après la récolte du riz. C'est pourquoi elles sollicitent un accompagnement des autorités dans la mécanisation, mais aussi une barrière de clôture pour protéger leur culture contre la divagation des animaux. Une vidéo montrant une séance de punition d'une femme a choqué la toile ces derniers jours. Conformément à la charia, elle a reçu des coups de fouet pour une repentance, des coups ressentis par beaucoup qui déplorent cette situation. Pour certains, ceci est une violation du droit international, surtout dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays donc laïque. Voyons tout cela avec Khadija Ndadjouf et Moussa Fala. Dans le village de Guédébousso, une vidéo montre une séance de punition publique d'une femme pour des faits d'adultère. Un fait qui n'a pas manqué de secouer la toile, surtout dans un pays laïque comme le Sénégal. Et malheureusement, ou bien heureusement, on est dans une république laïque. Et si on voit cet acte dans une contrée qui fait partie de ce pays, régie par cette laïcité-là, ça choque un peu. C'est ce qui fait qu'il y a un débat. Et le débat est surtout du côté de ceux qui décident de se faire administrer par la charia et ceux qui décident de se faire administrer par la laïcité en tant que telle. La lapidation, le sort du fornicateur ou fornicatrice selon la religion musulmane. Des sanctions pas forcément conformes à celles de la société sénégalaise. Au Sénégal, nous avons hérité d'un islam confrérique à travers l'enseignement des érudits.
Il y a aussi cette contradiction avec la loi, parce que la loi elle est basée sur des législations. Le droit sénégalais est basé sur la laïcité. C'est pourquoi il y a une certaine contradiction. Et nous sommes tous héritiers de cette loi tirée peut-être de l'enseignement de la République française, mais également de l'islam qu'on a hérité des érudits. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on voit quelqu'un se focaliser sur un de ces aspects, l'autre côté se met à critiquer peut-être cet acte. En islam, chaque péché appelle une sanction spécifique. Des sanctions qui peuvent souvent être jugées barbares par certains. Et c'est juste des formes de dissuasion pour ceux qui s'adonnent à ces actes-là. Par exemple, le vol. La sanction du vol, c'est le fait de couper le poignet au voleur, mais avec des conditions. Si toutefois le voleur est animé par une certaine nécessité, une faim atroce qui pourrait traduire ou mener à un anéantissement de sa vie, là le vol est toléré à un certain moment. À côté de chaque restriction, il y a des formes de tolérance. Et comme je disais sur la fornication, si les quatre qui témoignent, les 4 personnes venant d'horizons divers témoignent de manière un peu inintelligible, ces personnes-là seront fouettées par 80 coups. Et si ils n'atteignent pas ce quorum de 4 personnes, les 3 seront fouettés par 80 coups. Cependant, les châtiments n'effacent pas le péché. La seule manière de se faire pardonner par son Seigneur, c'est la repentance. Et la sanction ne dissout pas le péché. Le péché en islam, il est dissous à partir d'un repentir. Et le repentir, c'est quoi? C'est de prendre une décision ferme, à savoir de ne plus tomber dans cet acte, mais également de prononcer la formule Astaghfirullah, qui représente en tant que tel un retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel qu'énoncé dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention des Nations Unies contre la torture, l'application de la peine de mort et la lapidation pour le crime d'adultère constituent une violation grave du droit international, du droit à la vie et de l'interdiction de la torture et des peines au traitement cruel, inhumain ou dégradant. Et dans la rubrique Bouillon Culture de ce soir, nous allons parler de rap, oui, de rap consistant à attaquer un ou plusieurs rappeurs dans une de ces chansons, on va dire, oui, le clash est l'un des éléments centraux de la culture hip-hop. Et c'est un rappeur qui va nous en parler, qui va nous expliquer exactement, et c'est Simon Kouka, il est avec Aïssatou Kane et Augustin Mandan, oui. Double clash no dam lay kaño baba noy ci ndawal neexal lekk baba agno carte grise de la len laaj ñu bay wanday plaque ak le brick non vraiment ñi c'est des blagues. Tradition du rap, le clash est une joute verbale entre des artistes hip-hop. Ayant évolué 24 ans dans le milieu, les directeurs du label 99 Jollof for Life considèrent que le clash n'a rien à voir avec le bif, les menaces et les insultes. Clash, c'est des artistes hip-hopeurs, rappeurs qui se confrontent à travers une joute verbale. Soit l'un considère que l'autre n'a pas de respect de la rue, ne fait pas bien les choses ou ne représente pas bien le hip-hop. Ou a dit une chose qui est mensongère ou a fait une chose qui est fake, qui n'est pas authentique, qui n'est pas vraie. Et un autre rappeur peut se lever et dire « je vais le remettre à sa place ». Donc en général, ça se limite à des joutes verbales, au son. Maintenant, il y a une autre partie qui s'appelle le bif qui peut engendrer des violences physiques, des attaques, etc. Mais en général, le clash, c'est juste dans les textes et dans les chansons que ça se limite. Depuis longtemps, les rappeurs se mettent des bâtons dans les roues. Seulement, les choses ont un peu changé avec l'avènement des réseaux sociaux, leur permettant d'investir la toile, poursuit le président de la plateforme, Solofi. Le clash, ce n'est pas nouveau. Hein. Honnêtement, ce qui arrive actuellement, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des sites internet,
il y a plus d'accent et plus d'ampleur qui est mis dans ça. Mais on se rappelle du clash de Rapadio qui avait secoué, on va dire, toute la ville. On a vu le clash aussi entre Bibson et Fata qui était très, très médiatisé. Il y a eu Cannabas Nidov, il y a eu Deep Omzo Dale ou Deep Ngaka Blende. Voilà, aujourd'hui peut-être il y a plus d'engouement à cause des réseaux sociaux, à cause de TikTok, à cause de Facebook, Twitter, Instagram, où les fans relaient, partagent, commentent. En faisant du clash, les rappeurs ont adopté un comportement stratégique présentant de nombreux avantages, notamment en matière de coûts, de sources de revenus et d'engagement de la fanbase. Après, vous venez me voir pour en parler, donc ça fait parler, donc ça a de l'ampleur. Aujourd'hui, si c'est bien fait et qu'il y a une bonne communication, ça peut augmenter la visibilité de l'artiste. Ça peut augmenter la visibilité de l'artiste. Et qui dit augmenter la visibilité, dit nombre de cachets de concerts. Parce que tout le monde va vouloir avoir l'artiste en concert. Donc forcément, les cachets vont augmenter. Sans parler des nombres de vues sur les réseaux, sur Facebook, qui est payant, etc. Donc ça a une source de revenus bien fait et bien organisé. Ça peut apporter énormément d'argent. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, il y a des battles qui sont organisés, des cyphers, où les artistes ils gagnent des millions de dollars. Ce serait bien de favoriser les collaborations entre rappeurs, mais les clashs suscitent plus d'engouement. Il y a eu beaucoup de collaborations, mais l'encre n'a pas coulé comme le clash de Akhlou Brick et Ngaka. Et comme je dis même avant, il y avait beaucoup de collaborations, mais à chaque fois que deux artistes se prennent la tête, à travers un clash, ça attire plus les médias, la presse, ça crée plus l'engouement chez les acteurs. Le clash est ainsi inhérent au rap, au plaisir des mélomanes impatients de voir les rappeurs se défier sur les réseaux sociaux. Un sujet réalisé par Aïssatou Kane. Aïssatou Kane qui est déjà sur le plateau. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Alors j'espère qu'on aura droit à un freestyle avant la fin de l'émission. Non, toi aussi quand même. Alors dites-moi, la question que j'ai envie de poser c'est est-ce que le clash est inhérent au rap? Oui, bien sûr. Comme nous l'avons regardé dans le reportage, et Simon Kouka nous l'a dit, le clash est un élément crucial, voire même central pour la culture du rap, à la culture du rap. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font du rap font aussi dans le clash. Ce qui s'est passé récemment avec comment ça s'appelle, Ngaka Blende et tout ça, oui. Donc depuis un moment aussi, on voit que ceux qui le font peut-être pour beaucoup plus d'engouement, que les gens aiment tout ça, mais la plupart du temps aussi, ils ne font pas attention à ce que les gens peut-être pensent derrière et qui se trouvent derrière. C'est-à-dire que le clash, peut-être c'est bien pour faire vivre l'art qui est le rap, mais il y a cette appropriation qui fait que de plus en plus ce rap-là traîne ou bien ça ne marche pas comme il faudrait. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le bif, les rappeurs dénomment ça le bif, qui fait que peut-être le clash en le faisant, ils gagnent de l'argent avec le nombre de clics sur YouTube, mais après aussi, s'ils le font, ça fait qu'après, les violences peuvent avoir lieu, comme on l'a vu avec Cannabas, comme voilà, les insultes qui se font parfois entre eux et tout ça. Donc c'est ça la plupart du temps qui est remis en cause dans le clash, parce que comme il l'a si bien dit tout à l'heure, il y a Daddy Bibson Khuman, Cannabas en 2012 et Nick Doff. Donc, voilà. Alors, dites-moi, est-ce que c'est également un outil pour atteindre, si je puis dire, une certaine ascension sociale également? Bon, oui, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez dit tout à l'heure, oui. Il y a plusieurs clics, etc. Les gens sont bien plus suivis sur les réseaux sociaux, parfaitement, etc. Parfaitement, oui. C'est une forme d'ascension sociale, ouais. je peux dire, parce que si on le voit, par exemple, comme ça se faisait aux États-Unis, ils gagnent des millions avec les clashs, mais c'est pas ce qui se passe ici comme on le souhaiterait, parce que s'ils le font, peut-être ils ont la rime, comme ça se faisait, cette compétition que ça se fait, c'était sur la base de qualité de la rime. Mais aujourd'hui, ça se fait sur le nombre de clips
clic qui est rémunéré par YouTube. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est peut-être réfléchir à la façon dont ces clashs-là qu'ils font peuvent leur apporter. Parce que si on voit par exemple aux États-Unis, Nas et Jay-Z, on a vu, il avait créé la chronique, même ça a fait le chou gras chez beaucoup de médias. Mais avec le temps, on les a vus sur le Madison Square Garden, ils étaient là ensemble, donc ça a fait réfléchir beaucoup de femmes, se sont dit que voilà, le clash, donc c'est un outil de promotion en fait de ces rappeurs, et ils gagnent des millions et des millions de dollars grâce à cela. On a vu aussi Rof et Booba, bien qu'il y a eu cette attaque, voilà, et tout ça, mais derrière ça, ils ont gagné beaucoup d'argent. Peut-être peut-être si vous voyez, regardez la vidéo de Ngaaka Blindé, il y a 3 millions de vues, ils vont en gagner de l'argent, mais ils pourraient avoir plus. Donc je pense qu'il faut peut-être viser un peu plus loin, essayer de voir peut-être les stades, on en a, essayer de voir comme les gens aiment ça, qu'on le dise, hein, les Sénégalais aiment le clash. Si on le voit au-delà même de l'artiste, durant les combats, on voit comment ils ont envie de regarder, parce qu'il y a le clash aussi entre les lutteurs. Donc essayer d'aller vers les stades, les fans vont revenir, les amateurs de rap vont venir, ils vont payer l'entrée et tout ça, et ça va apporter et faire revivre le rap tant adoré par les amateurs de rien. Je peux l'avoir là? Non, toi aussi. Merci beaucoup Aïssatou Kane. Et c'est la fin de votre magazine d'information La Totale dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans votre magazine d'information La Totale, bloc d'information. Merci, très bonne soirée et très bon début de semaine à toutes et à tous.